À la mort de Charles VII en 1461, Louis XI fit son entrée à Paris, accompagné de son oncle Philippe de Valois, duc de Bourgogne, auprès de qui il s'était réfugié en raison des conflits qu'il avait avec son père. Et la première chose que fit Louis XI fut de renvoyer les conseillers de son père, à l'exception de Tristan l'Hermite qu'il renvoya mais qu'il reprit ensuite et qu'il chargea d'organiser les procès de ses ennemis. Joli métier. Et il s'entoura de conseillers obscurs qui lui devaient tout. Son barbier, qui s'appelait Olivier le Daim, surnommé Olivier le Diable, en réalité on ne sait pas si le diable est son surnom ou son vrai nom, c'est un nom en tout cas évocateur. Et il prit aussi Coictier, qui était son médecin. Il n'y a rien de mal à s'entourer des conseillers de son choix, mais cela mécontenta les grands du royaume, les grands féodaux. Ceux-ci étaient mécontents d'être écartés du pouvoir, ils estimaient avoir le droit d'y prendre part. En effet, la monarchie capétienne est au départ élective. Et les grands du royaume, ce sont les pairs du royaume, c'est-à-dire les égaux, et le roi, c'est le primus inter pares, le premier parmi des égaux. Et quelqu'un comme le duc de Bourgogne, par exemple, était 2 fois pair de France, une fois au titre de comte de Flandre et une fois au titre de duc de Bourgogne. Et ces grands féodaux mécontents trouvèrent des alliés auprès du duc de Berry, qui n'était autre que le frère du roi d'Angleterre, qui était alors Édouard IV Plantagenet, du duc de Bourgogne, qui fut à partir de 1467 Charles le Téméraire, et du duc de Bretagne, qui était François II, successeur d'Arthur III, celui-ci étant le connétable de Richemont. Et François II fut aussi le père d'Anne de Bretagne, dernière duchesse de Bretagne. Ce qu'on conteste ces grands du royaume, c'est le fait que le roi veut gouverner seul, et d'autre part, il veut accaparer les apanages qui sont donnés aux grands féodaux pour être gouvernés de manière décentralisée. En réalité, à l'époque déjà, le royaume de France et le domaine royal sont pratiquement confondus. Tout cela est assez paradoxal puisque Louis XI avait lui-même, en tant que dauphin, pris part à la praguerie qui contestait le pouvoir centralisé du roi. Et ces grands féodaux réunirent 3 ligues du bien public qui furent soutenues par le duc de Bourgogne, qui à partir de 1467 est Charles le Téméraire. La première de ces ligues fut battue par le roi en personne sous les murs de Montlhéry. Montlhéry est une place stratégique sur la route de Paris à Orléans, 2 villes elles aussi stratégiques. On voit donc que Louis XI ne dédaigne pas de faire la guerre quand c'est nécessaire, mais il préfère l'éviter. Et après avoir remporté une victoire militaire, il désarme ses adversaires par des concessions. Il a donc ainsi un double visage qui déroute parfois ses contemporains, qui le surnomment l'universel araigne. Et lui-même déclarait qu'il ne sait dissimuler, ne sait régner. Car en dépit des concessions, il continue d'étendre son pouvoir, et ainsi, en 1468, il profita de la réunion des États généraux à Tours pour étendre encore son pouvoir. Il y eut donc une deuxième ligue du bien public, qui est marquée par l'entrevue de Péronne entre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et Louis XI, qui eut lieu en 1468. Mais au cours de cette entrevue diplomatique, Charles le Téméraire apprit que Louis XI, son cousin, avait fomenté en sous-main la révolte de Liège, ville de Flandre, appartenant donc au duc de Bourgogne. Charles le Téméraire en fut évidemment furieux et il retint le roi prisonnier. Il le força à assister au châtiment des révoltés, qui pourtant imploraient la protection du roi de France, puisque c'est lui qui les avait soudoyés pour se révolter. Mais au lieu d'être soutenus par le roi de France, ils furent soutenus par une corde. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la politique, surtout quand elle est menée par Louis XI. Puis Charles le Téméraire força Louis XI à accepter un traité que, bien entendu, celui-ci ne respecta pas, sous prétexte qu'il avait été signé sous la contrainte. Un autre résultat de cette entrevue de Péronne fut que le cardinal Balue, qui avait conseillé cette rencontre, fut enfermé dans une cage de fer, une de ces cages de fer qui sont devenues le symbole de la cruauté de Louis XI. Et il y eut encore une troisième ligue du bien public qui se termina sous les murs de Beauvais, qui était assiégé par le duc de Bourgogne et qui fut défendu notamment par la célèbre Jeanne Hachette. Ce fut en 1571, mais la mort du duc de Berry à ce moment-là mit fin aux intrigues. Louis XI dépensait peu pour sa cour, qui était très médiocre et lui-même avait une allure assez minable. Néanmoins, sa politique exigeait beaucoup d'argent, car il entretenait un vaste réseau de diplomates, qu'on pourrait aussi bien appeler des espions, qu'il fallait rémunérer pour leur bon service. Et il cherchait aussi toujours à acheter ses alliés, ou même ses ennemis. L'un des cas les plus célèbres, c'est celui de Philippe de Laclite, seigneur de Comines, qui est un seigneur flamand, à l'origine au service du duc de Bourgogne, mais qui passa à celui du roi de France. Et c'est lui l'auteur de la grande chronique du règne de Louis XI.
Et Louis XI avait également acheté le comte de Warwick pour qu'il aille semer le désordre dans un royaume d'Angleterre déjà en proie à des querelles dynastiques. Tout cela coûte donc cher, si bien que la taille tripla. C'est beaucoup, mais que voulez-vous, depuis 1439, les États généraux avaient permis au roi d'augmenter les impôts à sa guise, et il ne s'en privait pas. Mais Louis XI se souciait aussi d'augmenter la masse imposable. Il incita donc les marchands anglais à revenir à Bordeaux. Il tenta également d'assurer à Marseille le commerce du Levant, qui était tenu essentiellement par Venise et Gênes. Il envoya des missions commerciales à l'étranger, il organisa des foires et il fit introduire l'industrie de la soie dans la région de Tours. Les rois de France séjournaient beaucoup le long de la Loire, ainsi qu'à Lyon où elle prospéra beaucoup mieux parce que Lyon est reliée à la Méditerranée par le Rhône et donc est une porte vers l'Italie. Et il ne faut pas oublier de signaler que Louis XI fonda la première poste royale, ce qui prouve qu'il n'était pas complètement timbré.